musée de la Grande Guerre à nous avoir invités pour la 3e année à participer à l'université d'été du musée de la Grande Guerre. Et l'objectif de notre propos va être de vous présenter en fait une sélection, enfin un petit échantillon des documents qui sont très variés et qui viennent des fonds des archives départementales de Seine-et-Marne. Ils ont été sélectionnés avec le prisme de la lassitude au front et à l'arrière, et spécifiquement en 1917. Cette sélection va être pour nous l'occasion de revenir sur une partie de nos fonds, de vous les présenter, mais aussi d'aborder à nouveau des sujets qui ont déjà été évoqués pendant ces 2 jours. Oui, alors, on va commencer par les difficultés de la vie quotidienne à l'arrière. En rappelant que la Seine-et-Marne est un département de l'arrière, bien entendu, mais relativement proche du front et aussi proche de Paris. Et cette situation géographique joue un rôle assez important dans la lassitude. Et même si, pour un premier point, je vais commencer par les difficultés de la vie quotidienne, dès le mois de janvier 1917, on a essayé de parcourir l'ensemble de l'année 17 pour cette communication. On va commencer par La Croix de Seine-et-Marne, un des journaux, ils sont très nombreux les journaux locaux à l'époque. La Croix de Seine-et-Marne, évidemment, est la déclinaison locale du quotidien du journal La Croix, et là c'est un supplément hebdomadaire. La lassitude est évoquée dans le corps de cet article, au titre qui rappelle un dessin de Jean-Louis Forain de 1915, pourvu qu'il tienne, en parlant bien entendu des civils. Il y a cette idée que le soldat s'accroche au front, il est solidement enterré dans la tranchée, il tient lui, mais c'est le civil qui pourrait lâcher. Et donc la lassitude se retrouve, comme le disait Alexandre Lafont tout à l'heure, un véritable front. L'arrière est un front à cet égard. Ici, on est dans un rapport du commissaire de police de Provins. On a fait un petit saut le 14 juin 1917 qui évoque l'état d'esprit de la population. Alors, on a fait un petit zoom pour que, je ne sais pas si c'est assez net. En tout cas, le commissaire de police s'adresse au sous-préfet dans toute une série hiérarchique de remontée de l'étude du moral de la population. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à Provins, le moral de la population n'est pas mauvais. On se plaint de la longueur des hostilités, un thème qu'on a déjà vu, de la cherté de la vie et des restrictions. La présence des troupes d'attaque qui ont séjourné dans la région a donné lieu à des critiques sur le commandement. Les soldats comptant à tout venant des détails des opérations qui se sont succédées pendant la dernière offensive. Un succès, si petit soit-il, fera certainement disparaître le malaise qui s'est manifesté à ce sujet. On se demande si le commissaire ne demande pas la reprise d'une offensive. Ces troupes venant du front et les permissionnaires sont les porteurs de nouvelles plus ou moins vraies, que l'on diffuse et grossit considérablement. Tout ce qu'on a vu depuis hier, on le retrouve là, les rumeurs, la cherté de la vie, etc. Alors, le sous-préfet, lui, va faire une synthèse de tous ces rapports, et on va retrouver tout ça, la prolongation des hostilités, la crise de la main-d'œuvre. Alors, on avait des très beaux documents sur le recrutement des prisonniers de guerre dans les sucreries de Seine-et-Marne, mais on a voulu raccourcir au maximum notre propos. La crise de la main-d'œuvre dans les campagnes, celle de la vie chère dans les villes, et donc qui manifeste cette lassitude. Le terme de lassitude vient de l'époque, on l'a pas, nous, c'est pas un anachronisme. L'offensive du printemps dernier a été malheureusement un nouvel élément de découragement, mais je dois reconnaître aussi que les partisans d'une paix prématurée ne trouvent qu'un auditoire peu disposé à les suivre. Là aussi, on a une allusion à toutes les négociations possibles de paix que l'on trouvait dans l'opinion publique. La lassitude encore, avec les questions des opérations militaires qui échouent. Mais quand même, il y a des allusions à la politique extérieure, avec une allusion à l'abdication du roi de Grèce, donc qui suppose un changement d'orientation stratégique sur le front des Balkans,
Et puis l'arrivée de la mission américaine, à défaut de l'intervention de soldats américains, on voit l'arrivée des premiers soldats américains, en particulier des officiers qui vont arriver à l'école d'artillerie de Fontainebleau. On va retrouver la même chose avec un autre sous-préfet, Hameau cette fois, qui va lui aussi évoquer le terme de lassitude, découragement, irritation. Des motifs qui sont provoqués, et on retrouve à peu près la même liste, hein, la durée de la guerre, les événements de Russie, le front oriental, enfin je vous laisse lire, et puis c'est pas une allusion, donc il parle explicitement de l'offensive du 16 avril et l'attitude des permissionnaires qui découragent la population. Donc l'irritation, le mot est ajouté une deuxième fois dans ce rapport, qui provient de l'augmentation croissante des denrées, on l'a vu aussi. Effectivement, l'hiver a été terrible, l'hiver 16-17, et on a vu à peu près une baisse de la production de blé de 25% par rapport à 1916, 1916 qui était déjà pas une année très faste en matière agricole. Et donc la vie chère, et la formule jusqu'au bout ne séduit plus en apparence, du moins, ne réunit pas tous les suffrages. Donc les sous-préfets constatent cette lassitude qui pour autant ne va pas jusqu'à des manifestations violentes. Alors là je vais passer peut-être un peu vite. Le préfet fait la synthèse de tous ces éléments et il va reprendre la même liste, hein. Donc la vie chère, la rareté des vivres. Alors là c'est certainement l'effet de la guerre sous-marine, hein, qui ralentit les livraisons de charbon importées par la mer. Même si la Seine-et-Marne pourrait produire du bois de chauffage, mais ce n'est pas le cas, on attend toujours du charbon. Les permissionnaires qui colportent des mauvaises nouvelles. Et la proximité de Paris, là aussi, se pose un problème avec ces permissionnaires qui, passant par Paris, qui est peut-être pour les Seine-et-Marnais la ville qui fait peur, hein, la ville de tous les dangers. En tout cas, il y a une forte demande de sécurisation des gares, et en particulier par des gendarmes. La pénurie, là c'est une autre forme d'archives, hein, ce sont des archives communales qui parfois sont déposées aux archives départementales. Et là on a choisi, parmi d'autres, hein, les archives d'Aigreville, une commune qui est tout au sud du département, à la limite de Lyon, où on voit l'application des restrictions concernant le pain. On apprend par exemple, hein, qu'il est interdit de fabriquer, donc de vendre des pains de luxe ou fantaisie, mais aussi de vendre du pain frais. Il faut que le pain rassis soit vendu intégralement avant de vendre le nouveau pain. Donc on est vraiment dans une logique de restriction avant le rationnement en lui-même. Et là c'est une sorte de pépite, hein, que j'ai trouvé par hasard dans les archives. C'est le journal du curé d'Aigreville. En fait, le curé d'Aigreville, il s'appelait Alfred Henry, a écrit un journal de guerre dans le registre de la fabrique de la paroisse. Moi, je cherchais des informations sur la crise des inventaires de 1906. Je vois inventaire, justement, et la fracturation de l'église en 1906. Et à la suite de ce journal, qui était ouvert en 1852, le curé raconte la guerre, de la mobilisation jusqu'à son départ de la ville en 1917. Enfin, la ville. Il dit ville, lui, mais c'est quand même un village. Alors, j'en ai extrait qu'un petit morceau, mais c'est vraiment la dernière page, en fait, où il évoque l'anticléricalisme patent que l'on trouve dans la commune, où il était évidemment anti-Dreyfusard, abonné à la libre parole. Il était colonel du régiment des enfants de cœur qu'il avait créé pour faire de la préparation militaire avant-guerre. Et donc, le 17 janvier, il indique la révision de la classe 1918, une dizaine de garçons d'Aigreville y ont pris part, et leur cri dans la soirée, malgré les horreurs de la guerre, ont attesté qu'il ne reste plus aucun sentiment dans ces âmes de jeunesse formées par les amicales laïques, bien entendu. Chaque soir, vers 11h, ils parcourent le pays, troublent l'ordre au grand scandale des habitants qui ne comprennent pas la tolérance dont ils jouissent. Juste avant, les mêmes avaient lancé des cailloux sur les volets du presbytère. Et donc, on retrouve cet élément, c'est très intéressant, et pas tellement sur 1917. Hein. Si on est réinvité, c'est le début du journal
le 1er août 14 est absolument fascinant. Alors, petit à petit, le moral des civils est touché. Le département va connaître quelques troubles qui sont marquants. Donc on a un fonds qui est assez intéressant sur ce sujet-là, et je voudrais en profiter pour remercier Chantal Antier, puisque nous avons beaucoup utilisé ses travaux, et notamment sa thèse, pour pouvoir faire une sélection et pour pouvoir vous proposer un petit peu différents documents. Alors tout d'abord, nous avons le courrier du sous-préfet de Fontainebleau au préfet de Seine-et-Marne, en date du 19 février 1917. Alors ce courrier est intéressant puisqu'il signale en fait le fait que des troupes de cavalerie auraient effectué des manœuvres dans des champs de blé ensemencés, donc incident qui va forcément avoir un mauvais effet sur les cultivateurs, qui ont déjà été fortement éprouvés, on l'a déjà dit, par l'hiver 16-17. D'ailleurs, le préfet d'Autrem, qui a rédigé un rapport sur les conséquences de la guerre en 1919, a bien rappelé justement cette baisse de production de blé. Donc, Olivier l'a dit tout à l'heure, à peu près 25% de baisse par rapport aux années 1915-1916. Et le sous-préfet argumente ici sa demande en rappelant les difficultés à trouver de la main-d'œuvre et en soulignant cette forme de conflit entre les agriculteurs et l'armée. Il met bien entre parenthèses, je n'ose pas dire sans esprit de révolte. Et il faut savoir, quand on a regardé le reste du fond, qu'il y a d'autres incidents du même type qui se sont déroulés à Saint-Léger, près de Coulommiers, avec le 8e régiment d'infanterie et puis avec le 32e régiment d'artillerie. Donc en fait, ils ont également manœuvré dans des champs ensemencés. Nous avons ensuite retenu un courrier du commissaire de police de Melun au préfet de Seine-et-Marne, donc cette fois-ci 19 mai 1917. Il y signale des problèmes dans les boulangeries de la ville et il signale en fait que les ouvriers sont en grève parce qu'ils se disent trop peu payés, malgré une augmentation journalière du salaire de 7 à 8 francs. Et on peut noter que parmi les grévistes, se trouvent des ouvriers mobilisés en fait, dans les entreprises afin d'assurer la continuité du ravitaillement de la population. Et le commissaire de police suggère même de faire remplacer l'ouvrier mobilisé d'un des boulangers en fait, parce qu'il mène des revendications un peu trop insistantes. Autre document intéressant, c'est celui qui a été adressé par le commissaire de police de Montereau au sous-préfet de Fontainebleau le 1er juin 1917. Il y fait état des revendications des ouvrières de la station-magasin de Montereau, qui employait à ce moment-là à peu près 200 ouvrières, avec notamment un préavis de grève. Alors pour information, après recherche, a priori les stations-magasins étaient réparties le long des quais d'une halle pour petits vivres, pour le sel, lard, sucre, café, etc., avec des locaux spécialisés pour la farine ou pour les pains, de boulangerie qui étaient parfois fabriquées directement sur place. Alors les ouvrières réclament ici en fait une augmentation horaire à 3,25 francs, une indemnité de cherté de vie à 1 franc par jour, 0,75 pour les apprentis, et puis le repos complet le dimanche non payé. Donc même s'il semble que ces revendications n'ont pas forcément abouti et que l'agitation s'est très vite arrêtée, on peut quand même noter que c'est un mouvement entièrement féminin, c'est-à-dire aussi bien au niveau des grévistes, des ouvrières grévistes, que de leurs délégués. Donc ici, elles sont citées, les femmes Martin, Guizard et Garin. Ensuite, des difficultés apparaissent rapidement dans les gares de Seine-et-Marne. C'est ce qui est décrit dans le rapport du sous-préfet de Meaux, qui est adressé au préfet de Seine-et-Marne le 17 juin 1917. Il y fait état en fait, du comportement des permissionnaires à la gare de Meaux, qui ont poussé un cri de « Vive la Révolution, vive la paix et à bas la guerre ». Donc on en a déjà parlé. Alors il n'y a pas eu de débordement en raison de la présence de sections d'infanterie sur les quais, mais cela montre en fait que les autorités étaient attentives à ce sujet. Malgré tout, ce n'a pas empêché d'autres débordements, puisqu'il y a un second rapport du commissaire de police de Provins le 3 juillet 1917, révèle à nouveau des incidents qui auraient été causés par des soldats permissionnaires, qui cette fois-ci ont arboré des drapeaux rouges et ont chanté l'Internationale. On a déjà parlé de ce sujet à plusieurs reprises. Et puis le terme de sédition est même utilisé pour vraiment insister sur l'importance des faits.
Alors en principe, les civils étaient refoulés des quais pour éviter justement des incidents et des provocations, mais nous avons trouvé un rapport du sous-lieutenant de gendarmerie qui commandait l'arrondissement de Coulommiers, qui explique dans quel contexte en fait une jeune femme a été arrêtée pour provocation militaire à l'indiscipline. Donc la jeune femme, Émilienne Maude, dont le mari était mobilisé, a réussi à accéder au quai de la gare de la Ferté-Gaucher et a dit au permissionnaire d'un train, vous le voyez dans le texte, brisez tout, la guerre finira plus vite. Donc cet incident met en avant en fait la volonté de la population de voir la guerre se terminer rapidement et met bien en avant ce sentiment de lassitude qui est de plus en plus ancré. Oui, alors en allant là aussi un petit peu plus vite parce qu'on l'a beaucoup abordé hier, il y a une influence bien sûr des événements internationaux et qui ont des conséquences sur le moral et sur la vie de la population en Seine-et-Marne. Je reviens, alors c'est pas mon journal fétiche particulièrement, en Seine-et-Marne, le Briard ou le Démocrate sont très intéressants aussi. Donc là c'est toujours la Croix de Seine-et-Marne avec un article qui s'intitule « Le salut aux États-Unis ». Donc c'est un article on est le 22 avril 1917. Cette une donc évoque l'entrée en guerre des États-Unis avec, j'en ai pris juste un tout petit extrait, avec l'effet évidemment que ce pays peut avoir avec ses troupes, ses finances, son industrie, mais surtout ce qui est souligné c'est l'appui moral d'un peuple qui, en se jetant dans la bataille, témoigne devant le monde et devant l'histoire de la justice et de la grandeur de notre cause. Donc le moral de la population remonté par l'entrée en guerre des États-Unis. Un pays dont on n'a pas parlé ces 2 jours, c'est la Belgique. Alors j'y ai pensé hier quand on a évoqué la chute d'un monarque, l'empereur autocrate de Russie, mais visiblement, le roi des Belges a aussi en France une partie d'une opposition qui serait prête à le détrôner. Et donc le ministre de l'Intérieur, par les préfets, enquête sur savoir quel est le moral de la population belge, assez nombreuse en Seine-et-Marne. Ils travaillaient dans l'agriculture et dans les betteraves en particulier. Et donc les Belges sont surveillés. Alors il y a deux couleurs sur ce... En fait, c'était un télégramme qui devait être en partie codé et le code a été traduit un peu plus tard, et donc le terme flamand et flamingante ont été certainement ajoutés après avoir consulté le livre de code. Et donc, surveillance des Belges, comme on peut trouver aussi, là c'est une circulaire qui émane du général Foch, surveillance aussi des sujets russes, des soldats, mais aussi des civils employés comme travailleurs dans l'industrie agroalimentaire seine-et-marnaise. Il est signalé que certains soldats russes employés comme travailleurs se livrant auprès de la population avec laquelle ils sont en contact à une propagande pacifiste. Elle doit être arrêtée immédiatement par les moyens disciplinaires à votre disposition. Il y a donc une surveillance très étroite. On l'a dit hier, il faut avoir des yeux assez naïfs. On ne sait pas ce qui va se passer après tous ces événements. Et donc il y a les grèves des civils, les séditions des militaires, les Russes, aurait pu provoquer quelque chose. Tout ceci est sous surveillance. On a un État qui est très très présent et très attentif à la situation. Alors si on vient de le voir, la lassitude marque l'arrière, il ne faut pas oublier que le malaise est aussi perceptible dans les tranchées. Donc les archives départementales conservent des documents qui sont très intéressants et qui sont d'origine privée et qui nous permettent de montrer et d'étudier en fait la vie des soldats dans les tranchées. Donc nous avons sélectionné ici un très court extrait du journal intime de Gaston Charron, donc un passage rédigé entre le 19 et le 23 mars 1917. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a débuté la rédaction de ce journal lorsqu'il quitte Fontainebleau avec son régiment, donc le 46e régiment d'infanterie, et qu'il l'a achevé en 1919, au moment de sa démobilisation. Ces notes journalières, en fait, elles ont été recopiées dans un journal après la guerre, dans un carnet d'écolier d'à peu près 90 pages dont il manque la couverture.
Le carnet a été conservé dans la famille et ensuite a été déposé en mars 2015 aux archives départementales de Seine-et-Marne pour simplement une reproduction numérique. Et donc nous souhaitions vous le proposer, c'est simplement un extrait dans lequel il évoque ces terribles conditions de vie dans les tranchées. Donc il parle d'un temps affreux, de la neige, de l'eau, du fait qu'il a de la boue jusqu'au ventre, du froid. Il parle des bombardements, il dit que c'est une vie atroce, qui est très dure et qui est très pénible. Voilà. Et puis donc, de ce constat, on en a déjà parlé, vont découler de nouvelles instructions. Donc, Pétain va vouloir améliorer la condition de vie des soldats en accordant des permissions. Donc, nous avons sélectionné une du journal Le Briard, qui date du 13 juin 1917, dans laquelle on parle de la décision, justement, du général Pétain d'accorder davantage de permissions suite à la vague de mutinerie du mois de mai. Et l'auteur met ici l'accent sur les bienfaits de ces permissions, sur le physique, mais aussi sur le moral des soldats, il faut éviter que les soldats s'irritent, il faut éviter qu'ils luttent contre le cafard. L'auteur insiste aussi sur l'inégalité d'attribution de ces journées de permission, et cela suscite des polémiques dont il est fait état dans le reste de l'article. Nous avons aussi sélectionné alors, une carte postale qui a été envoyée par Abel Leblanc. Alors Abel Leblanc était journaliste à la République de Seine-et-Marne, et pendant toute la guerre, il a échangé avec sa femme Andrea. Donc sa correspondance débute avant la guerre, elle continue tout au long du conflit, et il utilise plusieurs expressions qui montrent bien sa lassitude. Il se plaint de ne pas recevoir de petites babillardes, donc il se plaint de ne pas recevoir de courrier, de lettres. Et puis il signale qu'il a le moral au plus bas, au point d'être une araignée qui a les quatre pattes en l'air. Donc avec Olivier, après avoir fait des recherches, nous avons trouvé que cela signifiait qu'il broie du noir, en fait, qu'il est complètement déprimé. Il utilise également un autre terme, qui est le terme de grafouillet. Alors si quelqu'un ici dans la salle sait ce que ça veut dire, nous n'avons pas trouvé, donc on a fait des recherches et impossible de comprendre ce que ça voudrait dire. Mais voilà, il exprime bien sa lassitude à travers les différentes cartes qu'il va envoyer, qu'il va échanger avec sa femme. Ensuite, les soldats, on l'a vu, ont été soumis à des conditions très dures depuis de longs mois. Et donc, pour certains, vont refuser d'obéir à leurs supérieurs et vont, pour certains, déserter. Nous avons retrouvé dans les fonds un extrait de l'état nominatif des déserteurs. Et nous avons remarqué que, par exemple, là, le garde champêtre de Chartrette a capturé par exemple 2 déserteurs du 64e bataillon de chasseurs alpins. Et selon le décret qui était alors en place, un décret du 1er septembre 1899, eh bien, il peut toucher une gratification puisqu'il a arrêté un déserteur et en fait un insoumis ou un insoumis à la loi de recrutement. Et donc, il va toucher par 2 fois une prime d'un montant de 25 francs. Voilà, alors on a une liste comme ça d'arrestations. Là, on a fait une simple sélection, mais on en a trouvé beaucoup dans nos fonds. Alors, le registre d'écoute de la prison centrale de Melun est également très intéressant puisqu'il conserve 603 soldats incarcérés entre le 26 juillet 1917 et puis le 3 septembre 1918. Alors, Claude Gerrier, qui est un ancien membre des archives départementales, a étudié en détail ce registre des coups et il a relevé les différents motifs de condamnation. Alors, 471 soldats sont convaincus de désertion en présence de l'ennemi, c'est-à-dire sur le front même. Et puis, il y a eu quelques exemples rares, mais quand même présents, de violation de consignes en présence de l'ennemi, qui ressortent pas mal. Alors là, je vais vous proposer en fait différents extraits pour que vous puissiez voir à chaque fois de quoi est coupable le soldat concerné et puis la condamnation qu'il a eue. Le registre des coups contient aussi le nom de 17 soldats qui ont été condamnés pour désertion à l'intérieur en temps de guerre.
c'est le cas du soldat qui est arrêté hors du secteur du front. Et puis 105 soldats ont commis une double faute de désertion, autrement dit en présence de l'ennemi et à l'intérieur. Pour finir, il y a quelques soldats, alors a priori il y en aurait 5 qui auraient été condamnés pour vol, dilution d'armes ou abandon de poste. Et puis, on voit apparaître aussi 5 soldats qui, selon Claude Charrier, étaient considérés comme des espions suisses ou comme des Belges condamnés pour trahison par leur cour martiale. Voilà, et donc les condamnations pouvaient aller de 5 à 20 ans de prison. Voilà. Et le troisième, c'est le troisième, c'est bon. Alors, on a trouvé aussi une très belle série dans les archives qui concerne les journées de bienfaisance de Seine-et-Marne des 27 et 28 mai 1917. Alors on connaît tous ces journées du poilu, il y en a eu de très nombreuses. Ces journées-là sont spécifiquement seine-et-marnaises et c'est pour ça que le dossier est très intéressant parce que c'est la préfecture qui a lancé l'opération, qui est une opération d'organisation, de collecte de fonds, de communication. Et donc tout est soigneusement archivé et c'est un dossier très très intéressant. Alors ça va commencer par donc ces journées de bienfaisance. Le principe est simple, un collecte de fonds, loterie, tirage au sort, vente de petits bijoux. Le tout étant pour permettre, on le voit ici, hein, d'apporter des fonds pour les soldats, les prisonniers, pour les malades, les blessés, en insistant bien sur le patriotisme local. Hein. Le produit de ces journées sera entièrement conservé et réparti et dépensé en Seine-et-Marne. Il ne s'agit pas d'aller financer, je ne sais pas, les étrangers du Loiret ou d'ailleurs. Et la collecte de fonds me fait penser à une sorte d'union sacrée locale, puisque les donateurs, ce sont d'abord les grosses fortunes industrielles de Seine-et-Marne, le Meunier à Noisiel, Quin d'Ambert à Champs-sur-Marne, les Rothschild, et les noms sont publiés avec le montant qui est donné pour cette journée, et ça va aller jusqu'à après des associations professionnelles, les clercs de notaire de Nemours, etc. On va trouver toute une série comme ça, des pages et des pages de donateurs. Alors, on va avoir donc de gracieuses jeunes filles hein, qui vont offrir à tous les insignes des journées de Seine-et-Marne en échange donc d'offrandes et de dons. Alors, on va donc trouver, archiver hein, les petites médailles en question qui sont déclinées en fonction des principales villes du département dans une jolie petite enveloppe. Et bon, elles sont aussi au musée, hein, on a vu. Mais c'est vrai que si on a choisi de montrer ces éléments, c'est pour essayer de développer l'idée qu'on peut combattre cette lassitude, il faut remonter le moral, et les journées du poilu font partie de ces moments de communion, on pourrait dire, entre les civils et les militaires, entre le front et l'arrière, pour essayer de passer par-dessus les difficultés et, en quelque sorte, l'enlisement. Nous avons terminé. Alors, évidemment, il faut qu'on fasse un tout petit peu de promotion. Et donc, les archives sont ouvertes, évidemment, et avec plaisir pour les enseignants, les groupes. Et il y a donc un très très beau service avec 2 médiatrices culturelles très très efficaces, dont Lucie est un excellent exemple. On vous remercie.